Bonjour, dans cette séquence, nous allons rentrer dans le vif du sujet et nous intéresser à une première analyse des données spatiales. Alors en géologie, en général, on n'a pas une connaissance exhaustive du domaine, mais pour l'exercice, on va se placer dans un cadre où justement on a cette connaissance exhaustive du domaine. Supposons qu'on cherche l'intensité lumineuse dans le ciel, on a pris en photo un nuage, on connaît la solution, d'accord? Et donc on peut visualiser cette intensité lumineuse en utilisant donc la couleur. On peut également utiliser une échelle de couleurs un peu différente pour mieux voir les caractéristiques spatiales, pour rajouter un peu de contraste. Et donc ça sera notre solution de référence, d'accord, qu'on va utiliser tout au long de ce cours pour réfléchir et pratiquer sur des outils de géostatistique. Et on va se placer dans un cadre un peu plus proche de ce qu'on connaît en géologie, où nos données, d'accord, sont un échantillonnage parcellaire du domaine. On a uniquement les valeurs d'intensité lumineuse dans certains points de l'image et on ignore les valeurs sur toutes les parties blanches de cette image, c'est-à-dire sur l'immense majorité du domaine. Donc dans cet exemple, on a 43 points de données et donc la première étape sur ces 43 points de données va être de faire ce que vous avez vu avec M. Montel, de faire ce que fait tout statisticien. On va sortir l'histogramme des échantillons et on va calculer la moyenne et l'écart type. Et donc on pourrait partir du postulat qu'il est raisonnable, sur toutes les zones non échantillonnées, de supposer que la valeur elle est égale à la moyenne et que l'erreur d'estimation est égale à l'écart type. Okay, donc on peut répondre à notre problème d'estimation spatiale en tout point du domaine en disant je m'attends à ce que la valeur soit égale à la moyenne et je connais l'erreur que je fais à partir de cette estimation. Alors on peut quand même critiquer cette approche-là, parce que quand on regarde les statistiques un peu plus complètes, par exemple l'écart interquartile, on se rend compte que la distribution n'est pas complètement symétrique, on est loin d'une gaussienne en fait, à partir de cet histogramme. La médiane elle-même n'est pas égale à la moyenne, donc ça montre bien la dissymétrie de la distribution. Alors on pourrait dire que la valeur est plutôt estimée non pas à partir de la moyenne, mais à partir de la médiane, avec des marges d'erreur qui ne sont pas forcément symétriques et qui pourraient être les interquartiles ou des interdéciles, le P10 et le P90 par exemple. Ça nous montre, si besoin est, que la médiane est une statistique qui est plus robuste aux valeurs extrêmes que la moyenne. Alors, comme on peut le voir, comme on dispose de l'ensemble de l'image, notre échantillonnage n'est pas forcément représentatif de la réalité. Si on regarde l'histogramme de l'ensemble des intensités lumineuses sur l'ensemble de l'image, on se rend compte qu'on a un écart. La moyenne d'échantillons est assez significativement en dessous de l'intensité lumineuse de l'ensemble de l'image. On voit également que l'écart type, lui aussi, est sous-estimé. Et on vérifie également que la médiane, elle aussi, est biaisée. Donc même si elle est moins sensible aux valeurs extrêmes, on se rend compte que la médiane est biaisée par rapport à l'ensemble de l'image. Donc on a un biais sur les estimations de l'échantillon par rapport aux statistiques exhaustives sur l'ensemble de l'image. Et c'est souvent quelque chose qu'on observe dans des statistiques spatiales. En fonction de l'endroit où on a obtenu les données, on n'a pas forcément une valeur représentative de l'ensemble. Alors, est-ce qu'on peut supprimer ce biais d'échantillonnage? En fait, un moyen simple pour faire ça, c'est d'utiliser une stratégie de dégroupement ou de declustering qui, par exemple, va consister à recouvrir le domaine avec une grille régulière et ne garder qu'un seul point par maille ou par pixel de cette grille régulière. Donc vous voyez ici que ce faisant, on va passer de 43 points à 31 points, donc on perd de l'information. C'est risqué de perdre de l'information alors qu'on n'a pas beaucoup de points. Mais si on s'intéresse aux statistiques, on voit, en regardant par exemple la moyenne,
notre cible, c'est-à-dire la moyenne sur l'image réelle, c'est proche de 86 en termes d'intensité lumineuse. La moyenne de l'échantillon était seulement de 79, donc on avait un biais significatif. Et la moyenne de l'échantillon dégroupé est beaucoup plus proche de la réalité, elle est à 83,6. D'accord? Ça, c'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on a supprimé des points qui étaient très proches les uns des autres et qui donc sont porteurs d'informations redondantes. Donc on a réduit la redondance et on a de ce fait réduit le biais en enlevant ces points redondants, avec cette stratégie de déclustering. On voit la même tendance quand on regarde la médiane, où sur la médiane de l'échantillon dégroupé, on est quasiment à la médiane de référence. Quand on regarde l'écart type, on a également un écart type de l'échantillon dégroupé qui est plus proche de la référence que celui de l'échantillonnage initial avec plus de points. Donc on a bien réussi à réduire les biais sur l'ensemble des statistiques, même si on a perdu l'information. Alors une stratégie un peu plus sophistiquée pour perdre moins d'informations va consister à pondérer plutôt nos statistiques, à calculer des moyennes pondérées, toujours avec une stratégie de grille par exemple. Cette fois-ci, plutôt que de ne garder qu'un point par cellule de la grille, si on a un point, il va avoir un poids de 1. Si on a deux points, ils vont avoir un poids chacun de 0,5. Si on a trois points, on aura des poids d'un tiers. Et donc, on va ainsi calculer une moyenne pondérée. D'accord? Et vous voyez qu'on observe la même tendance que précédemment. On a des statistiques de l'échantillon dégroupé qui se rapprochent de ce qu'on aurait sur un échantillonnage exhaustif qui parfois même dépasse, c'est ce qu'on voit par exemple sur l'écart type ici. Donc effectivement, on a toujours une certaine incertitude sur ces statistiques, on n'a jamais la statistique de l'ensemble de la population, mais globalement, on corrige quand même les biais statistiques avec cette stratégie de dégroupement. Dans un travail d'analyse de données spatiales, il y a pas mal d'autres étapes très importantes en fait avant de démarrer même l'analyse statistique. La première, c'est de vérifier la qualité et de valider l'ensemble des données. Ça va demander de comprendre l'origine des données, des appareils de mesure, la fiabilité de ces données-là. Ça va demander de croiser différents types d'informations, de vérifier que les données qu'on a chargées dans un logiciel ou dans une application sont cohérentes avec ce qui est documenté dans la littérature, qu'on n'a pas par exemple d'erreur de positionnement. Certaines données peuvent venir de différentes sources, de différents systèmes de projection géographique. Donc il faut être sûr que les coordonnées sont cohérentes les unes avec les autres. Et on va aussi faire jouer notre expérience de géologue en regardant les valeurs extrêmes, en regardant les positions, en vérifiant que si on a des valeurs de concentration, elles sont bien comprises entre 0 et 1, que leur somme est bien égale à 1, etc., etc., de manière à vérifier, encore une fois, la qualité des données avant de se lancer dans des analyses plus sophistiquées, dans des traitements plus sophistiqués. Une fois qu'on aura fait cette validation et cette vérification, qui peut prendre beaucoup de temps, on va travailler à essayer de donner du sens à nos observations. Et donc, visualiser les données dans l'espace, chercher des liens éventuellement entre la position des points et les valeurs mesurées. Ça nous permettra éventuellement de définir des tendances à des augmentations dans l'espace, identifier des régions qui ont l'air d'avoir des points qui ont des valeurs très homogènes et essayer de relier ça à des processus connus ou des éléments qui sont documentés dans la littérature ou qu'on connaît par rapport à la zone d'étude. C'est très important de faire ça parce que ça va nous permettre d'identifier des populations statistiquement homogènes avant de nous lancer dans des analyses plus avancées et de dégager donc ces tendances et de les relier à des concepts géologiques comme des gradients, des corrélations, etc., etc. Par exemple, si vous connaissez la source d'un polluant, vous vous attendez intuitivement à avoir des fortes concentrations proches de la source et des concentrations qui décroissent dans l'espace. Et donc, c'est le type de concept qu'on peut faire rentrer en ligne de compte pour essayer de faire parler les données d'un point de vue très, très qualitatif, mais qui va nous permettre d'orienter notre analyse plus tard. Et donc, tout ce travail-là, c'est en général un travail qui prend énormément de temps.
entre 60 et 80% du temps dans une étude concrète. En résumé sur cette séquence d'introduction à l'analyse des données spatiales, nous avons vu que celles-ci ne sont pas forcément échantillonnées de manière homogène dans l'espace. On a donc la présence de clusters, comme dans le cas de certaines épidémies tristement célèbres, ou la présence de zones non échantillonnées. Et donc, la méthode du déclustering ou du dégroupement peut fournir des statistiques plus représentatives que le travail sur des échantillons bruts. On a vu également que, comme dans tout échantillon statistique, on peut avoir des valeurs erratiques, c'est-à-dire des valeurs très élevées ou des valeurs qui sortent de l'ensemble de la distribution. Et dans ce cas-là, il s'agit plutôt d'un rappel de cours de statistique. Les statistiques de rang, comme la médiane ou l'écart interquartile, est plus robuste à ces fortes valeurs que des grandeurs comme la moyenne ou l'écart type. Enfin, nous avons vu que l'essentiel lors d'une analyse statistique est de comprendre et de valider les données, c'est-à-dire comprendre le sens physique, vérifier les ordres de grandeur et être conscient des erreurs de mesure possibles et du positionnement et des erreurs de positionnement possibles sur les données.